auditrices, auditeurs de musique trad, le plaisir de se retrouver, c'est un plaisir extraordinaire. Nous avons des invités en ce moment, profitons-en. Mathilde Lacaze sur le figeacois, qui est spécialiste en musique traditionnelle et en acoustique. Armand Gall aux manettes, grand spécialiste de tous nos enregistrements, puisqu'il arrive, Armand, à faire cette prouesse d'avoir un musicien qui est en Bretagne et qui nous parle comme s'il était là. J'ai nommé Tiennet Simonin. À vous. Bonjour Marie-Odile, bonjour tout le monde. Bonjour à vous Tiennet, c'est le plaisir. Bonjour Armand. Bonjour Marie-Odile, bonjour tout le monde. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie-Odile, bonjour à tous. Et merci d'animer nos émissions. Avec plaisir. Donc nous retrouvons Tiennet aujourd'hui pour l'histoire du musette qui a commencé fin du 19e, début 20e siècle et que nous avons vu dans un podcast précédent. Et aujourd'hui, Tiennet, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, on s'est arrêté la dernière fois à la Grande Guerre. On s'est arrêté à 1914. Donc là, évidemment, les bals ferment pendant plusieurs années. Et la réouverture des bals arrive en 1919. Et là, c'est la folie. Parce que les gens n'ont pas dansé depuis longtemps. Les bals reprennent. Et il va y avoir un changement au niveau du répertoire dans le bal populaire. Donc je disais, le bal de la Belle Époque, c'était valse, polka, mazurka, scottish, marche, bien sûr des bourrées dans les bals auvergnats. À la sortie de la Grande Guerre, on va avoir l'apparition du foxtrot et du passo doble en 1919. Il y a par ailleurs un ancrage de la pratique du tango. En fait, le tango, le gros boom du tango à Paris, c'est 1913, mais à ce moment-là, c'est pas vraiment une danse populaire, c'est plutôt une danse de salon. Voilà, à la sortie de la Grande Guerre, ça devient une danse qui arrive au bal populaire. Il y a la java également. Alors la java, c'est un peu mystérieux, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, il y a des danses qui disparaissent. Par exemple, la scottish disparaît du bal populaire. Il y a une quasi-disparition des polkas et des mazurkas. Il en reste, mais vraiment pas beaucoup. Et puis, il y a la valse qui reste la reine des danses. Donc, on va parler d'Émile Vacher, qui a vraiment une place centrale dans l'élaboration du genre musette, comme j'avais dit à la dernière émission. Et voilà, avec Charles Pégury, il fait la synthèse à l'accordéon des influences musicales du Paris de la Belle Époque. Mais à la différence de Pégury, il est plus constant, plus solide dans ses enregistrements. Et puis, il est beaucoup plus productif. Vacher, c'est plus de 500 titres. C'est vraiment beaucoup. Et il impose un son d'accordéon, le 3 voix musette, une cadence et un phrasé. Je vous propose d'écouter un grand tube, Reine de musette, donc par Émile Vacher.
Oh là là, j'en ai fait des kilomètres de celle-là, des kilomètres de cette valse. C'est somptueux. Alors on a entendu, ça peut paraître surprenant, mais le banjo en accompagnement sur cette piste de Reine de Musette, en fait le banjo, ça va vraiment être l'accompagnateur de l'accordéon dès le début des années 20 jusqu'à la fin des années 30. La base en fait de la formation Musette, ça sera l'accordéon avec le banjo. Donc on a écouté Émile Vacher, après Vacher et Charles Pégury, de nombreux accordéonistes qui vont composer dans ce nouveau style. Alors il y en a beaucoup qui sont d'origine italienne. Je pense à Michel et Louis Pégury qui sont les frères en fait de Charles Pégury. C'était une fratrie en fait. Charles était l'aîné. Je pense à Joseph Colombo également qu'on va écouter dans un instant. Fredo Gardoni, Médard Ferrero, Tony Murena, Émile Carrara. Enfin voilà, il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui sont originaires du nord de la France et de la Belgique, qui est vraiment une terre d'élection de l'accordéon. C'est vraiment un instrument très apprécié, très pratiqué là-bas. Gus Viseur, Marceau ou De Prince, et puis il y en a d'autres, Auvergnat, Jean Vessade et Henri Monboisse, voilà, étant les plus connus. Alors, Colombo. Joseph Colombo, c'est vraiment un compositeur important dans l'histoire du musette, et il va populariser la valse mineure, alors que Vacher, qu'on écoutait juste avant, lui par exemple, il compose des valses plutôt en majeur. Donc on va écouter une valse mineure de Colombo, une valse que j'aime beaucoup qui s'appelle Germaine. Présence à Figeac 97.7. Ah, cette valse, vraiment, vraiment très belle, je l'ai souvent entendue. Est-ce que vous pourriez expliquer un tout petit peu à nos auditeurs la différence entre le majeur et le mineur
Tiennet? C'est des notions musicales un peu, pas si compliquées que ça, mais quand on connaît pas la musique, quand on n'a pas de notion de solfège, c'est un peu compliqué. Souvent on dit que le mineur c'est plutôt triste et puis le majeur c'est plutôt gai. Bon, je sais pas si j'ai une meilleure définition à apporter. Oui, je trouve que c'est bien, c'est bien. Complètement, mais voilà. C'est un bon résumé, ça me va. Alors, après Joseph Colombo, qui arrive? Je voulais parler un peu du cinéma quand même. L'accordéon et le musette tient une place vraiment importante dans le cinéma français des années 30. Et en fait, il y a beaucoup de chansons à succès qui proviennent du cinéma, qui sont reprises dans les bals musettes. Parfois, on a même oublié que c'était des films au départ. Je pense à la valse « C'est un mauvais garçon », par exemple, où on retrouve d'ailleurs l'alternance couplet mineur, refrain majeur. Je pense à La Môme Caoutchouc, Quand on se promène au bord de l'eau, tout ça, ça vient de films. Alors on aurait pu écouter chacun de ces morceaux-là. Moi j'ai choisi une java qui s'appelle Viens Fifine, c'est du répertoire de Jean Gabin. Ça vient d'un film de 1934 qui s'appelle Zouzou avec Joséphine Baker, si je me souviens bien. Ah. Alors Jean Gabin, c'est vraiment une vedette des années 30, c'est un artiste très populaire et aux talents multiples. Il est à la fois acteur, chanteur, danseur, voilà, donc grande vedette. Et donc on l'écoute, il chante une java, Viens Fifine. Alors c'est parti pour Viens Fifine. À la rue de la Huchette, on connaît Fifine, la reine des belles musettes. Le soir quand elle passe, en roulant des mirettes, plus d'un gars du quartier lui dit sans se faire prier: viens Fifine, au petit bal du Sébasto. Viens Fifine, la java y'a rien de plus beau. Quand tu me frôles, ça me fait drôle, jusque dans le dos. Quand tu vires, ça me chavire, le ciboulot. Viens Fifine, y'a pas jeté dans la peau. Viens Fifine, au petit bal du Sébasto. Viens Fifine, la java y'a rien de plus beau. Quand tu me frôles, ça me fait drôle, jusque dans le dos. Quand tu vires, ça me chavire, le ciboulot. Viens Fifine, y'a pas jeté dans la peau. Alors la question de Marie-Odile était la suivante. Est-ce que c'est Jean Gabin qui chante? Oui, c'est Jean Gabin là qui chante, absolument. D'accord. Oui. Et pour un mauvais garçon, nous avions trouvé une nouvelle version de la chanson qui est, Marie-Odile, je vous laisse. Pas très romantique, mais il paraît que c'est catholique.
la phrase. Bon, voilà, donc c'est une aparté. On s'est un peu mélangé les pinceaux pendant que la chanson de Jean Gabin nous tournait la tête. Voilà. Tiens, c'est à vous pour la suite, histoire que l'on ne s'échappe pas de cette entre-deux-guerres avec le musette. Oui, juste pour revenir sur cette Java, on entend bien là, avec le petit passage avec le xylophone, par exemple, très virtuose. C'est quand même une musique qui est pleine d'humour et pleine de malice. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Ça nous a mis en joie dans le studio. Non, mais c'est une dimension, voilà, qu'on peut pas ignorer du musette. Alors là, on a entendu le xylophone, on pouvait avoir sur les enregistrements des flûtes à coulisses, par exemple. Voilà, c'était pas rare d'avoir ce genre d'instrument annexe sur les enregistrements. Alors, quelques mots quand même sur la Java, sur la danse en elle-même. L'origine est un peu obscure, on ne sait pas tout encore, mais c'est une danse qui est probablement dérivée de la mazurka italienne. Alors, on a plusieurs arguments pour le dire, les similitudes dans la danse déjà, quand on voit danser les Italiens, là, en Italie du Nord, quand on les voit danser leur mazurka à eux, on se dit « Ah, mais c'est une Java, en fait ». Effectivement, je confirme. Il y a donc des similitudes dans la musique, il y a le rôle d'une mazurka alors, qui s'appelait Rosina. On sait que Émile Vacher jouait cette mazurka italienne dans son bal avant la Grande Guerre. Et alors on ne sait pas très bien quel rôle ça a joué, mais on sait que la Java et la mode de la Java est partie un peu de ce morceau-là. Bon, on pense aussi pour ceux qui connaissent la Java de Mistinguett, c'est la Java, la vieille mazurka de Giulio Sebasto. Elle fait clairement le lien entre Java et mazurka. Bon, c'est quand même une origine. L'origine italienne est très probable. Donc, une autre danse très présente dans le musette, c'est le paso doble. On va parler un peu de paso doble. Donc, c'est une marche d'origine espagnole, un paso de Médard Ferrero. Alors, Médard Ferrero, c'est probablement, à mon avis, le plus grand virtuose à l'accordéon des années 1930. C'est un grand pédagogue, il est l'auteur d'une méthode d'accordéon chromatique célèbre. C'est un jeu très technique et une très belle main gauche aussi. Mais par ailleurs, c'est un jeu aussi très sensible et plein de sensibilité, plein de lyrisme. Donc on va écouter, alors il y a un petit jeu de mots sur le titre, SOS, un passo de 1939. Nous avons remarqué avec Armand que c'était un petit jeu de mots. SOS, SOS. Voilà. Et donc c'est Médard Ferrero.
Effectivement, quelle virtuosité. Et Marie-Odile Ouais. a fait la réflexion tout à l'heure qu'elle a beaucoup pédalé sur ce morceau également, en référence à Armand qui fait beaucoup de vélo. Mais je vous laisse, Tiennet, pour présenter la suite. Oui, on va bientôt conclure. Donc voilà, on a écouté des accordéons avec un son particulier, un registre qu'on appelle 3 voix musette, où il y a 3 lames qui vibrent en même temps, tout en étant légèrement désaccordées. C'est un petit peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, si on a un La, une lame à La 440 par exemple, on va en avoir une autre qui sera à peut-être 443 et puis une en dessous à 437. Et ces 3 lames vibrent ensemble. Et c'est un son qui est typique du musette de l'entre-deux-guerres. C'est lié notamment, alors il y a une histoire de goût bien sûr des danseurs, mais c'est lié aussi au fait que donc c'était des balles acoustiques et qu'il fallait que ça sonne, qu'on entende bien l'instrument sans amplification sonore, sans micro. Mais au cours des années 1930, il y a certains accordéonistes qui vont adopter un autre registre, un autre son avec moins de vibrations. Et le premier à faire ça, c'est probablement l'accordéoniste Guérino. Alors on va écouter un morceau de Guérino. On a là les prémices en fait d'un métissage entre le musette, la musique manouche et le swing américain, qui va donner quelques années plus tard le swing manouche. Donc c'est une musique moins sonore, moins brillante peut-être, mais plus facile à enregistrer à partir des années 30, parce qu'il y a plus de nuances et les techniques d'enregistrement évoluent et permettent d'enregistrer des choses, de la musique plus piano, de la musique plus douce. Donc on va écouter Brise napolitaine de et par Guérino, on est en 1933. On sent les dentelles, là, on sent la précision. Et il me semble, Tiennet, que nous avons joué cette valse quelquefois sur scène ensemble. Oui, il me semble bien aussi, oui. Alors, je pense que c'est la fin de cette émission sur l'histoire du musette. Est-ce que vous avez quelque chose à préciser, Tiennet ?
Oui, on arrive à la fin de cette histoire-là du musette de l'entre-deux-guerres. 1939 arrive, 1940, de nouveau, fermeture des bals et donc interdiction de danser pendant plusieurs années. Et ce qui se passe après, ma foi, c'est une autre histoire, on en parlera la prochaine fois. On reste en suspense. La bonne nouvelle, Tiennet, c'est qu'on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on pourra se retrouver, et je ne dis pas pourquoi on ne peut pas se retrouver, tout le monde en a assez parlé. Mais nous allons parler de nous retrouver dès que possible pour un concert ou un bal Radio Présence Figeac, ici, dans nos locaux à Figeac. Est-ce qu'on est d'accord, Tiennet, pour vous avoir en scène ? On est d'accord. Moi, je suis partant, avec plaisir. Vous avez dit avec Mathilde que vous aviez joué ensemble. Eh bien, est-ce qu'on pourra voir ça, Mathilde, vous voir jouer avec Tiennet Simonet ? Comme dirait ce cher Michel Esbelin, avec volontiers. Donc, on verra qui est volontiers, puisque c'est avec volontiers. J'ai l'impression que c'est une expression consacrée, Armand, que nous n'employions pas avant dans la musique traditionnelle. Seulement entre musiciens traditionnels, on dit ça. Alors, nous, d'animer notre émission. Donc, Armand a la technique pour ce futur concert qui ne sera pas en acoustique, mais qui sera sonorisé, sûrement par Armand. Est-ce qu'on est bien d'accord, Oui, Armand ? tout à fait. Donc, vous êtes invité à un concert. On ne vous donne pas la date. Ça sera la bonne surprise. À la prochaine fois.